L'invité de l'économie. Il est 7h50, mon invité ce matin sur Radio Classique, Jean-Michel Nolot, bonjour. Bonjour. Vous avez été longtemps banquier avant de rejoindre l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous venez de publier Au seuil crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien. Alors, on va en parler, je voudrais d'abord savoir ce que vous pensez de cet épisode un peu rocambolesque qu'on vient de vivre à nouveau autour de la note de la France. Dégradation vendredi matin de Standard & Poor's, on passe de AA+, à AA, et puis finalement rien ne se passe, ça fait pchit. Oui, comme ça vient d'être souligné effectivement par les interlocuteurs précédents, l'effet sur les marchés a été nul. Je suis tout à fait d'accord avec les commentaires qui ont été faits. J'ajouterais peut-être deux choses. La première chose qu'on oublie un peu souvent, c'est que dans la régulation financière, la réglementation financière, eh bien, une dette souveraine qui est bien notée ou une dette souveraine qui est mal notée, c'est pareil. On ne demande pas davantage de fonds propres en face. Le régulateur considère que c'est une dette qui est sans risque. Alors naturellement, ça facilite un petit peu le placement. Puis la deuxième chose, à tous ceux qui disent aujourd'hui effectivement que les marchés ne bougent pas, je voudrais rappeler que depuis une bonne quinzaine d'années, la volatilité des marchés est absolument considérable. Je rappelle l'épisode quand même de 2007, où au printemps 2007, les banquiers constataient que le crédit, il y avait pratiquement plus de marge, plus de spread, comme on dit. Le crédit était presque gratuit, en tout cas pour les grandes firmes, bien noté. Et puis, on a vu que dans les mois qui suivaient, les spreads allaient décupler. Sur les marchés actions, c'était pareil. Je crois qu'il faut garder en mémoire le fait que au mois de juin 2007, c'est-à-dire quelques semaines avant le déclenchement de la crise, l'indice de volatilité des marchés, qu'on appelle le VIX, c'est l'indice de stress des marchés, eh bien, était à son plus bas historique. Il n'était pas au niveau d'aujourd'hui, il était très en dessous, au plus bas historique. Donc se méfier de l'eau qui dort. Alors, absolument, du jour au lendemain. Croire que parce qu'il y a abondance de liquidités, on est protégé contre des mouvements importants de marché, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, les banques centrales inondent l'économie mondiale de liquidités. La Banque centrale européenne, comme la Fed aux États-Unis, comme la Banque du Japon, c'est une stratégie globale. Ça, c'est un risque pour nous aujourd'hui ? Ah bien, je pense qu'effectivement, la situation est très compliquée depuis une quinzaine d'années. Aux États-Unis, depuis 15 ans, les liquidités ont été multipliées par 7. Depuis 5 ans, on constate que la politique des banques centrales a été extrêmement laxiste. Même Milton Friedman, qui était le penseur idéologique de tous ceux qui ont conduit la politique des banques centrales depuis 20 ou 30 ans, considérait que lorsqu'il fallait injecter des liquidités, il fallait le faire lorsqu'on était en face d'une situation de déflation et qu'il fallait faire une fois. Aujourd'hui, on en fait trop manifestement. Aujourd'hui, on est dans effectivement une politique permanente et on voit bien que la Fed a énormément de mal, ce qui est très inquiétant, énormément de mal aujourd'hui à sortir parce qu'elle a peur de crever la bulle obligataire qui est sous nos yeux. Alors, bulle obligataire, parce que toutes ces liquidités vont en partie s'investir dans des dettes souveraines à nouveau ? C'est extrêmement mécanique, très facile à comprendre. C'est que vous avez en amont un afflux considérable de liquidités. Et en aval, vous avez une progression de l'économie réelle qui est très modérée. Et par conséquent, ces liquidités, elles vont un peu se replacer auprès des banques centrales. Mais on leur propose des taux proches de 0%, peut-être bientôt négatifs, comme l'a dit M. Draghi la semaine dernière. Et puis, par conséquent, elles vont vers tous les actifs financiers, vers l'immobilier, mais vers la dette obligataire, vers les actions, etc. Aux États-Unis, cette année, les profits ont assez faiblement augmenté. Et vous avez vu la hausse de la bourse de 20%. On a du mal à voir la connexion finalement, avec donc une situation à nouveau risquée, parce que ce sont les banques, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, Jean-Michel Nolot, elles-mêmes continuent d'investir dans ces fameuses dettes souveraines qui étaient clouées au pilori il y a quelques mois. Alors là, c'est un problème spécifique, particulier pour l'Europe, parce que aux États-Unis, la Banque centrale intervient directement sur les marchés, achète de la dette souveraine, elle a le droit de le faire. En Europe, M. Draghi nous dit qu'il pourrait le faire, mais néanmoins, jusqu'à présent, il n'ose pas le faire. Et par conséquent, on a le sentiment qu'il s'appuie sur les banques
notamment les banques espagnoles, italiennes et un petit peu françaises, pour acheter de la dette souveraine. Les chiffres qui ont été publiés tout récemment sur la détention de dette souveraine par les banques espagnoles et italiennes montrent qu'aujourd'hui, on atteint 30% en Espagne, 27% en Italie, par rapport au PIB de détention de dette souveraine. Alors que normalement, avant la crise de l'euro, on était aux environs de 5%. Donc s'il y a le moindre problème à nouveau sur les dettes souveraines espagnoles et italiennes, ça peut conduire à... Patrick Artus, il y a 3 semaines, a dit qu'un différentiel de taux, une hausse de taux de 1% aurait un impact sur la dette italienne considérable. En fait, il évaluait 40 milliards de pertes, les pertes pour les banques italiennes. Que font les régulateurs? C'est la question au centre de votre ouvrage. J'extrais une citation, Jean-Michel Nolot. Les marchés occupent la place qu'ont bien voulu leur laisser les politiques, quelquefois par indifférence, le plus souvent par un soutien actif. La dictature des marchés n'est pas une dictature par effraction. La place ne demandait qu'à être occupée. Oui. Effectivement, dans ce livre, je m'élève un petit peu, même très, très franchement, contre ce que l'on nous dit depuis une vingtaine d'années, à savoir qu'on ne peut rien faire contre la dictature des marchés. La dictature des marchés, c'est effectivement une situation à un instant donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous faites une déclaration malheureuse, si vous envisagez une réforme qui ne plaira pas au marché, tous les capitaux s'en vont dans la seconde qui suit. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, ce dont je suis persuadé, et c'est vraiment le fil conducteur de mon livre du début jusqu'à la fin, c'est que l'on peut agir et que si les gouvernements ne font rien aujourd'hui, c'est parce qu'ils le veulent bien. En fait, je compare la finance internationale à une grande centrale nucléaire qui brasse des capitaux considérables, qui utilise parfois des produits dangereux, ce que j'appelle des matières fissiles, et puis qui est connectée à l'ensemble de l'économie réelle internationale. Et on a vu en 2007 l'impact direct de la crise sur l'économie réelle. Eh bien, je suis absolument convaincu que l'on peut agir sur cette centrale nucléaire, la neutraliser, et on peut le faire très vite, en l'espace de 2 ou 3 ans, si vraiment on était décidé sur chacun de... Le G20 de Londres en 2009 avait évoqué une dizaine de chantiers. Sur chacun de ces chantiers, si on prend 2 ou 3 mesures, mais des vraies mesures, et d'une manière méthodique, eh bien, on peut obtenir des résultats très vite. Le problème, c'est qu'on tourne en permanence autour de ces mesures parce que les lobbies sont là, on les écoute, on apporte toutes sortes d'amendements. Regardez, écoutez, il y a d'un mot. Oui, un très bon exemple, c'est la loi Volcker aux États-Unis qui interdit les activités spéculatives des banques, donc ce qui est très utile. Eh bien, 3 ans après, elle n'est toujours pas en application. Pourquoi ? Parce que au cours de la discussion au Congrès, le texte est passé de 30 pages à 300 pages et qu'aujourd'hui, on hésite même à faire entrer en application toutes ces dispositions. C'est quelque chose d'invraisemblable et c'est un problème pour la démocratie. Exemple parmi d'autres à retrouver dans votre livre, Jean-Michel Nolot, Crise financière, pourquoi les gouvernements ne font rien. C'est paru au Seuil. Merci d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. C'est moi. Et bonne journée. Avec Wendel.